Ce que vous voyez là n'est pas un rêve, c'est une manifestation, celle de deux hommes, celle de deux esprits mis en commun, qui ont décidé de passer à l'action. On est en direction du cocoon qu'on a réservé pour le podcast Limitless numéro 8. Ça va être exceptionnel. Restez branchés. Les shows, on fait une petite salutation du cœur avant de commencer. C'est quoi une salutation du cœur? C'est juste pour commencer une pratique, pour être bien, pour harmoniser la chose. Donc tu colles les mains ensemble, tu pointes le bout de tes doigts vers le sol, tu te tiens droit, vertical, t'inspires et tu mets tes mains devant le cœur. On expire, on se penche, on se regarde dans les yeux. Inspire, tu remontes. Tu expires et tu renvoies vers le sol. Et tout ça, on doit garder le contact visuel. Ouais. Ok. C'est mieux. Et normalement, on est en face, en tailleur, et on touche, c'est le troisième œil avec le troisième œil. On va tester. Cut. Mon jean, il est trop serré, il est nouveau. Salut YouTube, c'est It's Different et j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Limitless podcast numéro 8 et je vous ai amené un intervenant assez spécial. C'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment évoqué sur cette chaîne et j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir ce qu'il a à nous partager. Donc, je suis avec Rémi. Rémi qui accompagne les hommes dans leur cheminement spirituel via le tantra et le yoga. Je vais laisser Rémi se présenter et nous en dire un peu plus sur lui. Salut à toi Eddy, et puis bonjour à tous. Je m'appelle Rémi, du coup j'ai 21 ans et j'ai un parcours du coup où j'ai appris le yoga, le tantra et maintenant j'accompagne du coup les hommes qui cherchent à s'élever spirituellement. Comment tu as commencé dans ce chemin-là? J'ai commencé dans ce chemin-là depuis tout petit. En fait, très très tôt. Ma mère est thérapeute et facilitatrice dans le tantra. Donc j'ai une mère tantrique et mon père était coach de vie pour des entrepreneurs qui ont eu des grosses entreprises. Il les aidait en fait à se développer émotionnellement, personnellement. C'était vraiment un coach de vie en fait, pour des entrepreneurs. Parce que lui-même était entrepreneur dans sa vie. Il avait 2 grosses rôtisseries et il a décidé d'arrêter du jour au lendemain dû à un cancer, dû à la maladie. Et donc de vendre ces 2 entreprises pour ensuite changer drastiquement de vie et devenir coach de vie. Et il a fait des conférences dans le monde entier, à Paris ici. Je crois qu'il est parti aussi à l'étranger, je ne sais plus exactement où, mais il a fait plusieurs conférences où il parlait en fait de son expérience, de son vécu, parce que son expérience était assez inspirante. Et donc, en fait, grâce à ces enseignements, à mon père et ma mère, j'ai bénéficié d'une éducation où je me suis intéressé au développement personnel, à la spiritualité très très tôt. Et donc, très rapidement, j'ai décidé vraiment de travailler sur moi, de m'intéresser à la philosophie, beaucoup de philosophie spirituelle. Et rapidement, du coup, je suis amené à connaître donc le yoga et le tantra aussi. Mais donc dans ce chemin-là, mon père en fait m'a quitté à 16 ans. Et cette expérience m'a énormément apporté et m'a transformé en fait. Et c'est dû à cette expérience très dite négative qui m'a vraiment bouleversé, mais au final dans le bon sens, parce que ça m'a réveillé. Et c'est comme ça que j'ai pu vivre en fait mon éveil. C'est grâce à cet événement-là. C'est vrai que c'est souvent dans les événements les plus durs de la vie qu'on a en fait nos éveils. Et je pense il y a une réflexion que je me suis faite parce qu'en fait ici on a tous vécu des choses qui nous ont profondément marqués, genre peu importe, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être des amours, bref, tout ce qui peut te faire du mal entre guillemets. Bien sûr. Mais après ça, en fait, c'est comment tu réagis
et qui tu deviens après. Ouais, exactement. Et franchement, je pense par exemple, si on regarde la sphère de YouTube ou d'Instagram, des personnes qui parlent de spiritualité, etc., et qui sont avancées à un certain niveau, sont souvent des personnes qui ont quand même eu un certain vécu et qui ont su le transmuter en quelque chose de meilleur. Ce que je dis souvent, c'est que tout ce qui t'arrive, les événements qui t'arrivent, t'as pas le contrôle des événements qui t'arrivent. Le seul contrôle que t'as, la seule capacité que tu peux avoir, c'est changer ta perception par rapport aux événements qui t'arrivent. Vous n'avez aucun pouvoir sur ces événements. Mais vous avez un pouvoir sur votre attitude face à ces événements. Et c'est tout ce que tu peux contrôler en fait. Parce que l'événement, il est tel qu'il est et tu peux pas le changer. Donc toi, en fait, la seule chose que tu peux changer, c'est toi, ta réaction face à cet événement. Est-ce que je décide d'en faire une force? Tu vois, par exemple, là, je parle de la mort de mon père, par exemple. Est-ce que je décide d'en faire une force et de rebondir de cette expérience-là? Ou je décide de me morfondre sur moi-même, de me dire que j'ai pas de chance, pourquoi ça arrive à moi? Et c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Mais est-ce que c'est vraiment encore une question de qu'est-ce que je décide à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je décide de vraiment expérimenter? Qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là après ces événements? C'est quoi le parcours que t'as pris après le décès de ton père, dans cette phase un peu noire de ta vie? Qu'est-ce que t'as pu mettre en place pour... Bah, déjà, ça a pris en fait... tout a été très rapide. Et cette période-là, en fait, a été très sombre pour moi parce qu'après, je suis tombé dans des addictions. Parce que c'était une fuite, en fait. Je fuyais la réalité. Et parce que j'arrivais pas à accepter, en fait, l'événement qui venait d'arriver. Donc, j'étais dans la fuite, via les addictions, via plein de choses qui me rabaissaient, en fait. Et j'ai eu une prise de conscience, en fait, quand le Covid est arrivé. Et j'ai pris conscience qu'il fallait que je reprenne ma vie en main. Et donc j'ai décidé d'arrêter totalement les cours et de quitter en fait l'école. Parce que je me sentais plus du tout aligné avec ce système. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé cette démarche, tu vois. À ce moment-là, t'avais quel âge? 17 ans. Okay. À 17 ans, t'arrêtes les cours, t'arrêtes l'école et tu pars... Et je pars en Angleterre. Ok. Je décide de tout plaquer pour aller vivre en Angleterre pendant quelques mois et apprendre l'anglais. Je savais pas ce que j'allais faire, j'avais aucune idée de mon parcours. Tout ce que je savais, c'était que je pouvais pas continuer à l'école, que le commerce, ça m'intéressait pas, et qu'il fallait que je suive en fait mon âme. Et ce qui me disait au plus profond de moi, c'était, enfin ce que mon âme me disait au plus profond de moi, c'était juste va voir le monde, voyage. Et je me suis écouté. Et j'ai décidé de partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'était le seul objectif à ce moment-là. Je me suis dit, ok, dans tous les cas, ça va me servir d'apprendre l'anglais, donc vas-y, j'y vais. Et j'ai vécu 2 mois là-bas, et c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage. C'est comme ça que j'ai commencé mes voyages à travers le monde. Et donc voilà, après, j'ai décidé d'aménager un camion, d'acheter un camion, de l'aménager de A à Z, et de partir à l'autre bout du monde, pas à l'autre bout du monde, en France, en Europe, et après de partir à l'autre bout du monde sans mon van. Voilà. Ok, trop stylé. Voilà. Et t'es allé jusqu'où comme ça dans tous tes voyages? C'est quoi le voyage qui t'a le plus changé ou qui t'a le plus apporté? Le voyage qui m'a le plus changé et qui m'a le plus apporté, c'est une très bonne question, c'est l'Inde, je pense. C'est même sûr. Parce que j'y suis retourné 3 fois. Donc c'est pas rien, tu vois. Okay. C'est que ça m'a vraiment impacté. En combien de temps? J'y suis allé la première fois 1 mois avec ma famille, donc c'est là vraiment que j'ai découvert l'Inde. C'était vraiment juste d'un point de vue tourisme, tu vois, c'était juste de la visite. Et en fait, j'ai découvert le yoga là-bas, donc la première fois que je suis allé. Et j'ai décidé d'y revenir parce que j'ai eu une opportunité en faisant une rencontre avec quelqu'un. Et j'ai décidé d'y revenir pour aider la personne qui était prof de yoga à ce moment-là. Donc cette personne-là, vraiment, moi, je la considère comme mon maître spirituel, je sais pas trop comment l'appeler, mais il m'inspire énormément. Et c'est lui qui m'a tout appris, notamment le yoga. Et donc après, je suis revenu chez lui pendant 3 mois y vivre. Et après, je suis revenu encore une autre fois pour devenir prof de yoga à mon tour. Et donc, c'est lui qui m'a donné mon diplôme. Ça ressemble à quoi une formation au niveau du yoga? Qu'est-ce que tu faisais? Combien de temps? Ultra intense. En gros, ce que j'ai fait, c'était ultra condensé. C'était une formation pour devenir prof en 1 mois. Okay. Et donc, c'est 200 heures en 1 mois. C'est-à-dire que tu te lèves à 6 heures le matin
pour commencer à faire des pratiques de yoga. Mhm. Et tu te couches à 18h. Enfin, tu te couches, t'arrêtes en tout cas les pratiques à 18h. Ouais. Tu te couches, je sais pas, Ensuite, comme tu veux, tu vois. Tu vis ta vie. Voilà. Et ça, 6 jours sur 7, et on n'avait qu'un jour de repos le dimanche. Et c'était dur. Il y avait, allez, 4 heures de théorique et 4 heures de pratique. Donc, tous les jours. Ah ouais. Et Pendant c'était un mois tous les pendant jours. un mois tous les jours, mais c'était hyper intensif. C'était quelque chose. J'avais des courbatures, au début je me sentais malade, c'était compliqué. Et tu manges donc entièrement vegan. Parce qu'en Inde, ils mangent pas de viande, c'est ça? Enfin, Très peu. En tout cas, il y a beaucoup plus de gens végétariens qui mangent pas de viande que de gens qui mangent de la viande. Et c'est un des seuls pays d'ailleurs qui fait ça. Et c'est quoi qui t'a le plus marqué dans ton enseignement du yoga? C'est un enseignement assez traditionnel, peut-être différent de ce qu'on voit en France. Ouais. Dis-nous. En fait, l'enseignement que j'ai eu était hyper riche parce que je l'ai reçu de plusieurs angles. En fait, j'étais déjà très intéressé par rapport à plein de philosophies spirituelles. Et en fait, je me suis rendu compte en ayant ces enseignements que tout était lié. Et même en étant intéressé à la physique quantique, j'ai fait des liens, tu vois, avec les enseignements que j'ai eus. C'est assez ouf. Et en fait, c'était hyper riche parce qu'on n'avait pas que des enseignements yogiques, mais aussi on a étudié l'astrologie védique. Hyper intéressant. Et puis aussi l'anatomie. Et en fait, on a vraiment étudié la philosophie yogique. Et c'était hyper intéressant. Et ça m'apporte encore aujourd'hui, parce que je peux l'expérimenter, le vivre dans ma vie. Le yoga, c'est pas juste une pratique physique. C'est vraiment une philosophie de vie. Parce que quand on y pense en France, c'est souvent des mouvements, des étirements, etc. Exactement. Mais toi, ça va jusqu'où? En fait, c'est ça. C'est que le yoga, ça veut dire union. Donc l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça vraiment que le yoga veut dire. Et en fait, donc, la partie pratique des postures qu'on voit comme on peut l'entendre le yoga, c'est vraiment, ça s'appelle les asanas. En fait, c'est juste qu'une partie, il y a 6 parties, ça se divise en 6 parties le yoga. Et les asanas, ça fait partie juste qu'une partie. En fait, c'est 6 différentes manières d'atteindre l'illumination. D'atteindre Brahman. Brahman, en gros, c'est l'univers. C'est Dieu. Tu l'appelles comme tu veux, tu vois. Mais en gros, c'est le tout. C'est le tout. C'est le tout. Tu vois. Tout ce qui est c'est ce qui nous lie, c'est tout. Et donc, en fait, tous ces aspects-là, c'est des différents chemins pour pouvoir atteindre cet éveil et faire qu'un avec le tout. En généralisant la chose, bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais dans l'idée, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu enseignes en France? En tout cas, c'est quoi ta mission à travers le yoga? Bien sûr, ouais, j'enseigne en France. Je suis prof de yoga dans l'ouest de la France. Et ma mission, c'est d'aider les gens à s'éveiller, à prendre conscience, en tout cas, de leur corps, de leur respiration et du moment présent. Vraiment, de les aider à s'ancrer dans vraiment ce moment-là. Et voilà, après moi, tout ce que je peux faire à mon niveau quand je suis prof de yoga, en tout cas quand je donne seulement des cours de yoga, c'est juste faire mes cours à 100%, le mieux possible, avec le plus de conscience possible. Et voilà, et ce qui émerge n'est pas de mon ressort. Ça me fait penser, parce que je parle souvent de pratiques énergétiques, du chi, etc. Certains, ils s'attendent à avoir des éveils, des kundalini ou des choses comme ça. Enfin, tu vas leur faire une pratique, ils voient ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais en réalité, chacun aura sa propre chose. Donc, viens, tu fais la pratique, mais ne t'attends à rien. Exact. Juste accueille la chose et on verra ce qui va se passer. Et c'est là que tu auras carrément le plus de résultats, si on peut parler en termes de résultats. Et c'est un gros point, en fait, ça. C'est vraiment l'aspect objectif de chercher quelque chose. Comme on en parlait hors cam, l'aspect vraiment de ne pas avoir d'attente en fait, et de rester dans la relaxation, dans le moment présent, et de vivre la chose dans l'expérience, sans avoir d'attente d'atteindre quelconque objectif. Et ça peut être dans n'importe quelle pratique, même dans la manifestation, tu vois, de tous les jours. Si tu veux manifester quelque chose, si tu es trop dans l'attente de avoir ce que tu veux,
cet objectif bien particulier, tu vas pas l'avoir. Faut que tu aies un certain détachement en fait. Le détachement, c'est la clé. La clé de tout. C'est une des clés, ouais, bien sûr. Vraiment, même dans tous les aspects, relations, Ouais, c'est clair. manifestations, C'est voilà. Ok, tout ce que tu nous partages, c'est très intéressant au niveau du yoga. Et je vois que tu allies le yoga avec le tantra. C'est une discipline qui est pas très connue de beaucoup de monde. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a poussé dans ce chemin-là? Ce qui m'a poussé dans ce chemin-là, c'est vraiment ma mère. Ma mère donne des stages de tantra, elle a une école de tantra. Donc elle fait 10 stages environ par an. Et j'ai vraiment été baigné dans la philosophie tantrique depuis tout petit. Mais j'étais un petit peu toujours réticent par rapport à ça parce que ça venait de ma mère et puis que voilà, moi je laissais faire ses trucs et je disais ouais non moi ça m'intéresse pas, fais tes trucs maman tu vois. Et sauf que en fait dans mon cheminement spirituel, en continuant à me développer, à essayer de comprendre, à essayer de chercher en fait, juste de chercher une vérité hein, quelque part, tu vois, c'est un peu ça, c'est un chercheur de vérité, tu vois. Et ben, je me suis intéressé en fait au tantra, à mon tour en fait. Faut savoir que j'ai commencé en fait avec le yoga du coup, à me former dans le yoga, tout ça. Et après en fait, en voulant aller plus loin, je me suis dit pourquoi pas essayer le tantra en fait. Alors, avant de continuer sur le sujet, pour le novice, pour celui qui n'y connaît rien, bien sûr. C'est quoi le tantra, le tantrisme? On entend toujours ces mots, surtout quand on s'intéresse à tout ce qui est lié à l'énergie sexuelle, à ces domaines-là. On entend parler de parfois tantrisme, etc. Mais la majorité des gens ne pourraient pas le définir. Totalement. Est-ce que tu peux nous mettre un peu plus de lumière à ce sujet? Il faut savoir que le tantra, en fait, c'est vraiment une philosophie, tu vois, de vie. C'est vraiment très large. Mais le fond est le même que beaucoup de philosophies spirituelles. Ça va être la forme qui va être différente. Donc la forme du tantra, c'est vraiment l'aspect de l'énergie sexuelle, tu vois. Et ce serait encore trop catégoriser la chose, mais on n'a pas le choix de mettre des mots. Ça se base dessus, mais c'est... Mais c'est large, c'est ultra large. Et puis l'énergie sexuelle, c'est tout. C'est vrai. On vient de cette énergie-là, on a été créé avec cette énergie sexuelle. C'est cette énergie qui nous a fait devenir des hommes pour des garçons et des femmes pour des filles. Tu vois, c'est vraiment ça qui nous fait grandir en fait. C'est ça qui nous drive. C'est l'énergie vitale en fait. C'est l'énergie vitale. On peut tout lier en une seule énergie en fait. Et ça s'arrête pas seulement au sperme, tu vois, genre ça s'arrête pas juste à cette rétention, c'est vraiment tout en fait l'énergie sexuelle. C'est vraiment cette énergie vitale, c'est exactement ça. Et en fait, c'est apprendre à utiliser cette énergie vitale, utiliser cette énergie sexuelle pour expérimenter autre chose et aller vers un éveil. Le tantra, c'est vraiment ça, c'est vraiment une voie d'éveil. Et c'est quoi pour toi la plus grande incompréhension à propos du tantra dans notre société? Comme l'énergie sexuelle est très mise en avant, les gens confondent énergie sexuelle et sexualité. Sauf que c'est deux choses complètement différentes. L'énergie sexuelle, c'est vraiment juste, voilà, c'est ton énergie. Et que tu peux rediriger autre part, que tu peux diffuser dans ton corps et que tu peux utiliser pour vraiment dans ta vie de tous les jours. Vraiment. Pour manifester, pour créer en fait. C'est une énergie créatrice. Et les gens prennent ça en fait vraiment comme de la sexualité pure et dure. Parce que le tantra, il peut y avoir de la nudité. Tu vois, c'est vraiment l'aspect de tout le corps. Mais il n'y a pas de sexualité. Il n'y a aucun aspect d'excitation, de tout ça. C'est vraiment juste arriver à gérer, à maîtriser son énergie sexuelle, en tout cas de la canaliser, de la retransmettre dans les chakras, dans tous ces points cardinaux énergétiques. Voilà. Et comment le tantra t'a transformé, donc au niveau de ta relation avec ton corps, de ton énergie sexuelle et de ta présence? Tellement de manières différentes en fait. C'est en fait en commençant, tu vois, à m'intéresser au tantra à travers des livres, à travers voilà, ma mère qui en fait. J'ai commencé à comprendre certaines choses par rapport à cette énergie sexuelle, par rapport à comment aborder la vie. Et en rentrant dans la formation réelle et de faire des pratiques profondes, c'est vraiment là que j'ai ressenti une transformation intérieure.
C'est là que j'ai vu vraiment un changement, un avant et après, parce que la transformation se faisait déjà, mais c'était plus subtil. Alors que là, le fait de faire des pratiques, et du coup moi c'est ce que je fais, j'ai pour projet de faire un stage homme et un stage jeune. Donc comme j'ai 21 ans, j'aimerais bien apporter ça aux jeunes personnes, le tantra, et organiser des stages en présentiel. Donc pour les jeunes... Pourquoi les jeunes? En fait, la plupart du temps dans le tantra, les gens sont beaucoup plus âgés. Et il n'y a pas beaucoup d'organisations, de stages qui sont créés pour les jeunes. Et souvent, les jeunes ne veulent pas, en tout cas ceux qui commencent le tantra, ne veulent pas pratiquer avec des gens qui sont plus vieux, et ils veulent rester entre jeunes. Et moi je trouve que c'est intéressant, dans un premier temps, de pouvoir avoir un contenant qui invite aux jeunes à découvrir le tantra. Et deuxième question, et pourquoi en fait il y a une majorité de personnes âgées au niveau du tantra? Enfin âgées, de l'âge de nos parents ou plus, mais c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question parce que c'est en fait une accumulation de plein de choses dans leur vie, de mal-être, vraiment de remise en question. Et au cours en fait de ces remises en question, ils vont en fait vers des voies spirituelles, vers des voies alternatives pour comprendre en fait. Et donc c'est triste que, entre guillemets, c'est triste, mais c'est génial quand même, que ces personnes s'intéressent au tantra à cet âge-là. Ouais, tard. Un peu tard, malheureusement, mais... Dans beaucoup de voies spirituelles, les gens s'y intéressent tard. Tard. J'ai toujours trouvé ça triste. Ouais. Par exemple, tu vois que les vieux s'intéressent à l'énergie. Voilà, tu vas les voir dans des grandes villes, ils vont faire des pratiques énergétiques, du qigong, des trucs comme ça. Mais toute notre jeunesse, nous, ce qu'on va faire, c'est du sport, du physique, etc. C'est ça. Mais dès qu'on est vieux, on commence à se rendre compte que c'est intéressant. Et là, si on peut lier ça dès aujourd'hui, là, on est vraiment bien. En fait, moi, j'ai vraiment vu, tu vois, à mon âge, que c'était hyper important et primordial de s'intéresser à ça et d'expérimenter réellement ces voies spirituelles et tout ce que ça peut en fait engendrer. C'est incroyable ce que ça procure, même du haut de mon âge. Et ces personnes qui se sont rendues compte de ça à 40, 50 ans, mais elles donneraient tout aujourd'hui pour avoir connu le tantra 20 ans plus tôt, tu vois, à notre âge. Elles donneraient tout. J'ai énormément de personnes qui ont eu une transformation intérieure, mais tellement puissante, qui avaient un chemin, tu sais, un peu tout tracé, tu vois, des pères de famille qui avaient genre un travail, tout était bien, ils gagnaient bien leur vie, et du jour au lendemain, ils ont tout plaqué parce que, en fait, ils se sentaient pas alignés, tu vois. Et c'est toujours ça, c'est une question de sens, une question d'alignement, tu vois. Et quand t'as pas de sens et pas d'alignement, en fait, c'est difficile de trouver le bonheur, tu vois. Et du coup, bah, ils se rabattent sur des voies d'introspection spirituelle. Et ça, mais il y a tellement de cas, tu vois, dans les gens qui m'entourent, de personnes qui se remettent en question, tu vois, et vraiment qui ont tellement une grosse transformation, une transformation intérieure tellement puissante. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment beau à voir et très très puissant. Et inspirant aussi. Alors, je pense que tu as dû aussi avoir l'occasion, vu que ta mère pratique ça depuis que tu es né, même avant, de l'assister dans des stages ou des séminaires. C'était quoi ton expérience à ce sujet? C'était hyper intéressant. Du coup, oui, je l'ai déjà assisté dans des stages. Et c'était hyper intéressant d'avoir donc cet aspect-là d'être derrière, en fait, de pouvoir observer les pratiquants dans réellement leur chemin, au début du stage et à la fin. Et tu vois vraiment une transformation, un changement. C'est des stages de combien de temps? Ma mère, c'est des stages de 3 jours. Ok. Moi, ce que je fais, c'est des stages de 1 semaine, donc beaucoup plus puissants, beaucoup plus transformateurs. Mais elle fait 3 jours. Okay. Mais plusieurs fois dans l'année. Ouais. Et donc, quand je l'assiste, donc je suis vraiment dans l'aspect, tu vois, vraiment dans la position du facilitateur, celui qui va proposer les pratiques. Et c'est vraiment intéressant d'être dans cette position. Facilitateur. En fait, c'est comme ça qu'on aurait dû t'appeler. En fait, depuis tout à l'heure, on ne savait pas trop quel titre lui apporter. Mais facilitateur, tout simplement. Facilitateur, ouais. De yoga. Tu accompagnes leur transformation et
Tu la rends plus simple, tout Voilà. simplement. C'est ça, parce que moi, en fait, je fais rien, en fait, réellement. C'est juste dans ma façon, en fait, De transmettre. de transmettre, ma façon d'être, qu'il va y avoir, tu vois, un changement, en fait. Mais c'est la personne, en fait, qui va réellement avoir toute la possibilité de changer, qui va vraiment tout faire le travail. Moi, je suis juste peut-être un élément déclencheur, peut-être un tremplin. Mais j'apprends rien, en fait. C'est la personne qui apprend d'elle-même. T'apprends quand même un peu. Oui, mais... On apprend toujours en enseignant. Oui. Enfin, en partageant. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux Je vois dire. totalement ce que tu veux dire. C'est juste... voilà, je voulais qu'on soit... on soit juste. on va dire. Juste, ouais. Alors, donc là, toi, tu fais des stages d'1 semaine. Comment tu lis un peu le yoga et le tantra dans ton approche de la transformation masculine, vu que c'est plutôt les hommes que tu accompagnes jusqu'ici? Ouais, jusqu'ici, ouais, c'est plutôt les hommes. Je lis les deux, vraiment, parce qu'en fait, comme j'ai dit auparavant, c'est vraiment la forme qui change, le fond, c'est la même. Et donc, en fait, c'est lié. Ouais. Ces deux philosophies sont vraiment liées. Et le yoga, ça va être plus un aspect, moi, comment je l'amène, un aspect pratique, un aspect pratique pour la respiration, donc le pranayama. Donc le pranayama, c'est des exercices de respiration qui vont permettre réellement de faire monter l'énergie, de la diffuser. Et la pratique donc des asanas, donc des étirements, et vraiment le fait de pouvoir s'ancrer dans le moment présent. Maintenant, le tantra, ça va être beaucoup de méditation et de pratique en fait avec plusieurs personnes. Ce que je fais, moi, c'est du tantra rouge, et le tantra, donc, ça apporte plus un aspect de maîtriser son énergie sexuelle et de apprendre à la maîtriser et puis la rediriger autre part que à l'extérieur. Ok. En Donc tant- c'est dans quel cas de figure? C'est pendant des rapports ou même en dehors avec des exercices? Ça peut être pendant des rapports, mais c'est vraiment hyper général. C'est vraiment dans tous les aspects de ta vie. Ton énergie sexuelle, en fait, c'est ce Oui. qui te permet de créer. Ok. C'est ce qui te permet de créer dans la matière. Donc bien sûr que dans un rapport, ça peut être le cas, ça peut être utile. Et c'est hyper important de rediriger cette énergie dans l'intégralité de son corps pour pouvoir vraiment expérimenter autre chose. Mais le point important n'est pas celui-là. Le point important, c'est vraiment de pouvoir rediriger cette énergie pour créer. Et donc le tantra, ça va vraiment apporter en fait aussi cet aspect de consentement dans vraiment ta vie de tous les jours. Dans comment tu en fait t'écoutes au quotidien. Et on a souvent l'habitude de dire oui, non très facilement. Sans vraiment ressentir au fond de soi, est-ce qu'on est vraiment d'accord avec cette réponse? Et cet aspect de consentement est vraiment très important dans le tantra. Et ça va être vraiment plein d'aspects d'écoute en fait intérieure pour pouvoir être pleinement à l'écoute de soi-même en fait, à l'écoute de son âme, de qu'est-ce que je veux vraiment dans l'instant. C'est vraiment apprendre à être dans sa verticalité aussi, donc à être stable émotionnellement et vraiment être droit en fait. Cette notion de verticalité est très importante dans le tantra et dans la vie. C'est vraiment d'être stable en fait, tu vois, et de pas, tu vois, ne pas être vagabonder partout et être instable émotionnellement. Et tout à l'heure, tu as parlé de pranayama, tu as parlé de pouvoir faire remonter l'énergie sexuelle pour la rediriger dans la vie et pour pouvoir créer. C'est ça. Maintenant, moi qui fais du contenu où j'aborde souvent le thème de l'énergie sexuelle masculine, il y en a toujours pour qui c'est inconcevable ce concept selon lequel cette énergie puisse être réutilisée sans être perdue et même ressentir des orgasmes, de plaisir sans forcément se vider de cette part importante de soi. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager pour commencer à comprendre un peu cet aspect-là? Ouais, bien sûr. Tu vois, comme tu en parles dans tes vidéos beaucoup de la rétention, quand tu commences ces pratiques de rétention séminale, de garder en fait cette énergie sexuelle, ce qui est très important en fait pour avoir le choix de éjaculer, en fait surtout de le faire consciemment, parce que cet aspect en fait d'inconscience, c'est pour ça que c'est très important la rétention séminale, mais il faut faire attention à pas en fait
tomber dans le contrôle absolu, tu vois. Ouais, carrément. Vraiment dans la frustration. Ouais, carrément. Parce que, en fait, il faut vraiment être dans un aspect relaxé et tranquille avec ça. Et en fait, il faut que ça devienne juste une solution, en fait. En fait, enfin, une solution, un choix, surtout. Un choix dans le sens où j'ai le choix de garder cette semence à l'intérieur de moi ou pas. Mais en conscience. Voilà, en conscience. C'est pas je fais ce que je veux en mode bah ok, bah. Voilà, je me laisse aller. Je me laisse aller, je vais regarder un porno et je. En fait, l'important dans tout, c'est genre mettre la conscience dans l'action. Ça change les résultats, ça change tout. L'important, c'est vraiment la conscience. Donc, en fait, cette énergie-là, tu la transfères, tu la transmutes dans tout ton corps. Si tu la gardes à l'intérieur de toi, tu peux la transmuter à l'intérieur de ton corps. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Et donc, c'est vraiment cet aspect de conscience, en fait. De conscience de cette semence qui est sacrée, en fait. Et au bout d'un moment, plus ça va avancer, plus, en fait, cette question de choix, à se dire ok, je peux le faire, mais j'ai la possibilité aussi de la garder. Et plus ça avance, tu vas même plus avoir envie de la sortir en fait à l'extérieur de toi, parce que tu la sacralises. Et en fait, cet aspect en fait, c'est vraiment de prendre conscience de cet aspect sacré en fait de la semence masculine. Et c'est ça qui est puissant. Donc du coup, l'exercice que je peux proposer pour transférer l'énergie sexuelle, pour la transmuter dans tout son corps, et pour pas qu'elle reste en fait ici. Parce que c'est ça aussi le point qu'on oublie, c'est que quand on fait de la rétention, l'énergie peut rester coincée ici dans le premier chakra. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la diffuser. Elle se diffuse naturellement en faisant du sport, des activités, en passant à l'action en fait, surtout. C'est vraiment l'action en fait qui est primordiale. Si tu fais rien, le mouvement. Si tu fais rien de ta journée, l'énergie elle va vouloir sortir. Tu vas avoir mal aux couilles, ça va vouloir sortir en fait. Tu peux la diffuser encore plus globalement avec des exercices concrets. Je peux en proposer un du coup. Il y en a plein qui existent, mais voilà, celui-là il est simple, vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc il y a un aspect qui est très important, c'est la verticalité. Donc vraiment de rester droit. Donc ça peut être assis, ça peut être en tailleur. Je vais le faire en même temps. Voilà. Donc de rester droit, donc les épaules un peu en arrière, le torse bombé. Et là, on va pouvoir fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de son corps, vraiment à l'intérieur de soi. Et focaliser son attention, donc, au niveau de son sexe. Et là, on va inspirer par le nez et gonfler le ventre. Et tout doucement, tu vas allonger tes inspirations et tes expirations. Et maintenant, tu vas ajouter à l'inspiration le fait de rentrer son ventre. Et tu expires et tu relâches. Et maintenant, à l'inspiration, tu vas combiner, tu vas ajouter le périnée. Donc le périnée, tu peux le contracter, c'est un muscle donc, qui te permet, c'est le muscle que tu utilises quand tu veux arrêter d'uriner par exemple. Donc tu vas vraiment contracter ce périnée en même temps d'inspirer et en même temps que de rentrer le ventre. Donc tu inspires, tu rentres le ventre, tu contractes le périnée et tu relâches tout. Et tu peux aussi utiliser le son pour en fait diffuser l'énergie. En fait, l'aspect très important du tantra, les 3 clés, ça va être le son, le mouvement et la respiration. Donc en fait, c'est important de combiner les 3. Donc tu inspires. Là, j'ajoute plein de trucs, mais vous n'êtes pas obligé de contracter le périnée si vous n'y arrivez pas. Juste le fait de rentrer à l'intérieur, de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer, ça va déjà diffuser l'énergie. Mais là, j'ajoute des trucs en plus pour vraiment que ce soit optimal, entre grandes guillemets. Okay. Donc, on va inspirer, on rentre le ventre, on contracte le périnée et on relâche. Et tu peux vraiment avoir cet aspect, tu vois, genre de relaxation, en mode à l'expiration, je suis relâché. À l'inspire, je me retire vertical.
Et à l'expiration, vous allez vraiment ressentir en fait cette diffusion d'énergie à travers le corps. Donc, comme il y a du son et tout, vous pouvez pas forcément le faire avec votre entourage à côté, mais c'est possible de le faire sans mouvement, sans son, et juste de le faire avec la respiration. Vous êtes dans le métro, dans les transports en commun, et vous asseyez, vous pouvez juste être vertical, et fermer les yeux, et vous concentrer sur votre respiration. Juste ça, juste le fait de mettre de la conscience sur sa respiration, ça va permettre de diffuser l'énergie, d'être dans le moment présent, et de pouvoir vraiment être pleinement présent, en fait, tout simplement. Ouais. Je sens des trucs de ouf dans mon corps. Moi, je le sens bien, en tout cas. Je sais pas si vous avez mis pause pendant qu'on a fait l'exercice, mais je sens de très très belles choses. Merci pour le partage. Avec plaisir. Cet exercice va pouvoir en aider beaucoup. Maintenant, on va parler un peu, c'est quoi ta vision dans les années à venir? Qu'est-ce que tu veux amener avec ces pratiques? Alors, ma vision, du coup, c'est de créer des stages pour hommes et des stages pour jeunes. Vraiment, donc de tantra, en présentiel. C'est vraiment ça ma vision, c'est de pouvoir amener ça pour les jeunes. Donc dans un premier temps, c'est vraiment les jeunes, parce qu'il y a un éveil en fait qui est en train de se faire. T'as une tranche d'âge, juste pour qu'on se... Quand je dis jeune, ouais, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner, ce serait entre 18 et 35. Tu vois, ce serait vraiment ça la tranche d'âge. Parce que je sens vraiment qu'il y a un éveil qui est en train de se faire. Clairement, ouais. Et les jeunes sont en train de se réveiller. Donc j'ai vraiment envie d'aider les jeunes à aller vers cet éveil-là via le tantra. Maintenant, après, j'aimerais bien ouvrir des stages pour hommes, pourquoi pas, dans le tantra. Et voilà, hormis ça, je fais des accompagnements pour les hommes qui veulent vraiment développer, cultiver cette énergie-là et transformer réellement leur vie. Et si justement on veut te rejoindre, soit par ton accompagnement, soit dans tes stages qui sont à venir, et comment on fait en fait? Vous pouvez directement me suivre sur Instagram. C'est là où je propose du coup du contenu, je parle de tout ça. Et donc c'est là où je vais organiser du coup mes stages, où je propose déjà des accompagnements. C'est vraiment là où tout est centré, c'est mon compte Instagram. Ok, super. Donc Aline Phil, je le mettrai à l'écran et je le mets aussi dans la description. On arrive bientôt sur la fin de cette vidéo. Avant ça, si tu avais un message que tu pourrais transmettre à un jeune homme de 20 ans qui se sent perdu aujourd'hui, ce serait quoi? Ce serait de dire que t'es pas si perdu que ça en fait. En fait, c'est une bonne chose que tu sois perdu et que tu cherches en fait. Parce que le fait d'être perdu, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et qu'en fait, tu es en train de chercher. Donc moi, ce que je dirais, c'est continue de chercher, continue de travailler sur toi, en fait, surtout, chercher qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te fait vibrer en fait à l'intérieur de toi. Essaye de suivre ton cœur et ne suis pas ton mental, ne suis pas ton ego, mais essaye de suivre vraiment à l'intérieur de toi. Reviens à l'intérieur pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui te permet d'être épanoui. Écoute, merci pour ce message d'espoir. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes perdus dans cette époque actuelle, dans tout ce qui est réseaux sociaux. Il se passe énormément de choses tous les jours. On est bombardé d'informations. On peut vite se retrouver un peu perdu entre tout ça. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui manquent de repères, manquent d'ancrage, manquent de contrôle aussi sur tout ce dont on a abordé. Et c'est très important d'avoir des personnes comme toi qui peuvent nous partager et nous aider justement dans ce cheminement-là. Donc merci. J'espère que cette vidéo vous a fait beaucoup de sens. C'était un plaisir de vous partager cette vidéo avec Rémi. Le tantra, le yoga, c'est des sujets qui n'ont jamais été abordés sur ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir de continuer cette exploration. J'apprends tellement de choses de jour en jour. J'ai vraiment beaucoup de choses que j'aimerais vous partager prochainement. Commentez la partie qui vous a le plus intéressé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo? Prenez soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. C'était This Different avec Rémi. Attendez, ce n'est pas fini. À la suite de cet épisode, nous sentions qu'il fallait en faire plus.
qu'il manquait un petit quelque chose, un petit grain de sel. J'ai alors eu une idée qui me trottait dans l'esprit depuis un certain temps. Ça fait bientôt 1 an que je suis formé au développement énergétique et j'étais en compagnie d'un professeur de yoga. L'idée était simple, créer un événement physique pour pouvoir permettre aux gens de développer leur énergie, leur spiritualité et surtout de rencontrer d'autres personnes comme eux. J'ai donc décidé d'ouvrir le premier club de développement énergétique et spirituel parisien. La première séance a été effectuée en collaboration avec Rémi de Homeflow et d'autres événements sont en préparation très prochainement. Donc abonne-toi au compte Instagram ascension.énergétique pour pouvoir venir expérimenter ce que tu n'as jamais ressenti jusqu'ici et t'élever en conscience, en amour, en ressenti, en énergie et toucher de nouveaux états d'être. La mission est simple, rendre le travail énergétique aussi important que le travail réalisé en salle de sport. Parce que tu n'es pas un corps avec un esprit, mais tu es bien un esprit avec un corps. Et le moment où tu comprends ça, c'est le moment où tu peux commencer à t'harmoniser sur les lois. Et ça commence maintenant.